Bonjour à tous et bienvenue. Le premier tour des élections législatives anticipées a livré son verdict ce dimanche 30 juin. Et tous les regards sont déjà tournés vers le second. Alors que faut-il retenir de cette soirée électorale et quelles seront les conséquences nationales et internationales de ce scrutin? Décryptage dans Ça fait l'actualité. Quels résultats et quelles perspectives à l'issue de ce premier tour? Réponse avec Ahmed Traoré. Largement en tête du premier tour des élections législatives historiques, le Rassemblement national allié au président des Républicains Éric Ciotti obtient 31,2% des voix. Le nouveau Front populaire, l'Union de la gauche, 28,1%. Et ensemble, la coalition présidentielle, 21%. Les Républicains non alliés au Rassemblement national ont réuni 10% des voix et la participation s'élevant à 66,7%. Nous en remercions chaleureusement les électeurs. Selon Marine Le Pen, le camp soutenu par le président français Macron est pratiquement effacé. Ce, après le premier tour de ce vote anticipé provoqué par la dissolution surprise de l'Assemblée nationale. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour les relations France-Afrique si l'extrême droite arrive au pouvoir en France? Une victoire au premier tour du Rassemblement national ne doit pas inquiéter les États francophones selon certains analystes. La France et les États francophones d'Afrique étant regroupés au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, chacun a des engagements à respecter. En plus, au regard du fonctionnement du régime semi-présidentiel, c'est Emmanuel Macron qui conserve la main en ce qui concerne les relations internationales. Pour rappel, Jordan Bardella veut s'installer à Matignon si et seulement si son parti et ses alliés obtiennent la majorité absolue, ce qui n'est pour le moment pas gagné. Les candidats du Rassemblement national ont obtenu 33,15% des suffrages à l'échelle du pays, selon des chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur de la France lundi. Fort de ce succès historique, le parti d'extrême droite peut espérer disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale dans une semaine. Et face à cette éventualité, les consignes de vote pour le 7 juillet n'ont pas tardé à tomber, à droite comme à gauche. Et elles demeurent plus ou moins claires alors que plus de 300 triangulaires se profilent pour le second tour. Ces élections anticipées vont-elles permettre au RN d'accéder à la primature? Quelles seraient les conséquences sur les relations que la France entretient avec l'Afrique? Pour en parler, je reçois Bledson Mathieu, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatima. Et le professeur Koulibaly Nanugorogo, professeur d'université. Bonjour et merci d'être présent. Merci Fatima. Alors, le Rassemblement national confirme donc sa dynamique lors des européennes. Est-ce qu'on est toujours dans l'idée d'un vote de contestation ou d'adhésion avec ce premier tour? Vote de contestation, en tout cas c'est un vote de rejet pour le gouvernement en place. Et c'est dans cette logique que se situent toujours les scores de l'extrême gauche, si on peut ainsi s'exprimer, parce que les différents partis politiques, ça a commencé avec les socialistes, ça a commencé avec les républicains, n'arrivent pas à régler les problèmes clés des Français, et aussi parce que l'extrême droite a réussi à faire de l'immigration un sujet central, à expliquer aux Français que la plupart de vos problèmes, ça vient de l'immigration. Les immigrés nous envahissent, les immigrés absorbent une bonne partie du budget avec les allocations familiales. Le problème, c'est les immigrés, ça a commencé à vraiment prendre ça. Ajouter peut-être aux échecs des différents gouvernements, au déficit budgétaire et aujourd'hui aussi au renchérissement des prix sur le plan international, donc, ce qui touche aussi la France. Donc, vote d'adhésion, vous partagez ce point de vue? Vote d'adhésion ou bien de rejet, en fait, c'est le résultat de tout un travail. Les résultats qu'on a constatés hier sont la conséquence de la conjugaison de plusieurs facteurs. D'abord, le Front national qui a essayé de retravailler son image sur une bonne période. Vous savez, quand ce parti est né, il était totalement ostracisé. Et progressivement, à force de travailler le changement de nom, il a retravaillé son image et il y a des lignes rouges qui se franchissent progressivement. Vous savez, en 2002, c'est devenu normal que le RN arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Et à partir de 2024, ça devient désormais normal que le RN arrive
en pole position aux élections législatives, donc très proche d'occuper la primature. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait à ce niveau, mais il y a aussi l'impact des médias qui ont aidé aussi à normaliser cette obédience politique. Dernier élément qu'il faudrait souligner, il y a la crise, je vais dire crise sociale, crise économique, et puis une certaine crise des valeurs aussi en France qui a aidé. Parce que les populations, avec la crise qui est finalement mondiale, mais dans chaque pays, les populations pensent que c'est les dirigeants qui sont responsables. Donc Macron est le plus responsable de la crise avec la question du pouvoir d'achat. Et puis vous voyez le discours, ce que le RN a servi aux populations, c'est cela. Bardella qui dit « Je serai le Premier ministre du pouvoir d'achat. Je serai le Premier ministre du quotidien. Je serai le Premier ministre pour la sécurité. » Vous voyez, et le Premier ministre de tous les Français. Vous voyez l'orientation qu'il a adoptée. Ce discours a certainement séduit les Français qui vivent certaines difficultés, ces difficultés qui sont, il faut les souligner, mondiales. Donc, vous dites qu'il y a un mélange entre l'adhésion à leur programme, ou en tout cas aux thèses qu'ils ont mis en avant, immigration, cherté de la vie, et en même temps un rejet du premier mandataire du pays, à savoir Emmanuel Macron. Mais justement, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont-ils finalement les grands gagnants de ce premier tour? Parce qu'après, on va essayer de voir qui sont les perdants. Oui, donc pour moi, c'est évident que ce sont les grands gagnants. De grands gagnants parce qu'ils obtiennent d'abord le meilleur score de leur histoire. Grands gagnants parce que tu as l'impression qu'un boulevard est devant eux pour arriver soit maintenant à la tête du gouvernement, soit en 2027 à la présidence. Il serait un peu difficile avec les observations, avec la progression, que le RN n'arrive pas au pouvoir en 2027. Ce serait un peu plus difficile. Sauf même si ils y a un passif. le gouvernement. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu plus différent. Oui, mais même ils accèdent à la tête du gouvernement, alors ce sera leur résultat. Donc, il y aura un bilan. Il y aura un bilan. À évaluer. Et là, il va falloir maintenant attendre. Mais s'ils ne l'obtiennent pas la majorité pour occuper la primature en 2027, c'est pratiquement presque ceux qui seront à la tête de l'État. Donc, le RN, grand gagnant aussi? Oui, dans l'absolu, le RN soit vraiment le grand gagnant de ces élections. Et puis regardez, la dernière élection législative, c'était en 2022. Et aujourd'hui, 2024, deux ans après, ils ont pratiquement doublé leur score. En 2000, je crois qu'ils avaient obtenu à peu près un peu moins de 6% de votes. Or, cette fois-ci, ils ont obtenu 10 millions, ce qui équivaut à 21% à peu près 50 millions de personnes inscrites sur les listes électorales en France. Les RN sont vraiment grands gagnants de cette élection. Alors, et ils sont dans une dynamique de victoire depuis les européennes. Et cette dynamique de victoire, il n'est pas exclu qu'elle se perpétue, qu'elle se préserve jusqu'en 2027 au présidentiel. Alors, qui sont les grands perdants? C'est Macron, c'est la gauche, c'est le LR, c'est les anciens partis dits classiques. Qui est le véritable perdant? C'est Emmanuel Macron? Bon, tous. D'abord, les partis classiques confirment leur disparition. L'arrivée de En Marche, l'arrivée de Macron, c'était un échec de la gauche et un échec de la droite. Est-ce qu'avec le temps, ils se sont rattrapés? Non, aujourd'hui, avec les résultats ils ont pratiquement disparu. Ceux qui ont réussi à disons, aller dans les marigots RN ou Front Populaire, bon, n'y sont pas allés avec leur étiquette. Donc ça, la gauche française, la droite française, tel qu'on le connaissait à l'époque de Chirac, à l'époque de Mitterrand, ça n'existe quasiment plus. Macron ou la Macronie, parce que c'est un nouveau phénomène, est aussi en train de disparaître. Comme tous les mouvements. Absolument, comme un mouvement qui est arrivé, en qui les Français ont placé un espoir et qui n'arrive pas à donner satisfaction sur un certain nombre de sujets, peut-être aussi un certain nombre de valeurs sur lesquelles ce gouvernement-là a trop joué, parce que la France a toujours été, si tu veux, il y a eu beaucoup de débats sur un certain nombre de sujets et j'ai l'impression que le gouvernement de Macron y est allé à fond sans se dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup certaines choses, ajouter aux circonstances internationales, c'est vraiment pas de leur faute, voilà. Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur le RN, puisqu'il va s'agir de... Alors, on est dans la politique fiction, nous en sommes tous conscients, c'est-à-dire qu'il faudrait que le RN ait une majorité absolue, que Jordan Bardella soit proposé comme Premier ministre et entériné. Donc dans cette optique,
le RN à la primature. On qualifie ce parti, depuis son origine avec le Front National, d'extrémiste, de raciste, voire de fasciste, ce que récusent les nouveaux dirigeants. Qu'en pensez-vous? Ces accusations sont-elles fondées? Y a-t-il eu un changement de fond ou de façade? En fait, est-ce que c'est des accusations? En fait, c'est des déductions qu'on fait à partir du discours du RN lui-même. On ne décide pas d'ostraciser le RN parce que c'est le RN, non, c'est la direction du RN tient un discours qui permet de les qualifier de ceci ou bien de cela. Donc, c'est... Maintenant, ils sont conscients que pour leur discours, ils ont été longtemps ostracisés. Ils ont essayé, un tant soit peu, de se reconstruire, de rebâtir une image acceptable, le changement de nom. C'est parfois de légers rétropédalages, mais le RN reste le RN héritier du FN, du Front National, avec ses théories racistes, ses théories exclusionnistes, ses théories puristes qui sont difficilement acceptables dans un contexte actuel mondial. Vous partagez cet avis, c'est un changement cosmétique, ce changement de nom. Vous pensez que le parti n'a pas changé? Bon, le parti s'est adapté au sujet populaire. Parce que d'abord, c'est des populistes. Hein. À un moment donné, naturellement, ils ont leur élan raciste, mais ils s'adaptent. Quels sont les sujets actuels qui permettent d'avoir l'opinion? Lorsqu'il y a la réforme de la retraite et qu'ils constatent avec le sondage, avec les manifestations, ben, ils se mettent de leur côté. Quand il y a les augmentations du prix de l'électricité, du gaz, ben, ils sont de ce côté-là. Ils jouent sur les sujets actuels. Maintenant, l'immigration fait partie de leur fonds de commerce réel. Il y a trop d'immigrés, l'insécurité, ce sont les immigrés. Et donc, chaque fois qu'il y a une agression, ils tombent là-dedans, ils accusent. Et ça, c'est un fonds de commerce, c'est du populisme. Oui, mais... Ce qui fait que, pour moi, c'est pas quand ils seront au pouvoir, bon, ce ne sera pas le problème. Oui, mais est-ce qu'à posteriori, on ne peut pas se dire aussi que, finalement, ils ont été, bon, pas à l'avant-garde, mais l'immigration est devenue un sujet majeur pour tous les pays européens, oui, et même pour tous les pays du monde. Est-ce qu'on est forcément raciste quand on se plaint de cette immigration? Et eux, ils disent même qu'ils parlent plus de préférence nationale. Est-ce que c'est du racisme? Bon, pour appeler un chat un chat. Oui, la préférence nationale, a priori, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais quand vous stigmatisez, vous décidez de catégoriser la population entre les Français de souche et les Français qui sont exclus de la France qui doit occuper certains postes de responsabilité, il y a un problème. Et quand on sait qu'il y a un problème, notamment dans d'autres pays, bon, on l'accepterait, mais pour la France, on ne peut pas l'accepter. Quand on connaît l'histoire de la France, ce qui a bâti l'image que la France a toujours projetée, ce que la France a représenté dans l'histoire des idées de façon générale, c'est pas possible qu'on accepte ces idées-là en France. Donc ce n'est pas... La préférence nationale, a priori, ce n'est pas un problème, mais le FN va au-delà de la préférence nationale. C'est ce que vous dites. C'est le débat qu'il y a actuellement. Est-ce qu'on doit tenir compte de ce qu'ils disent, puisque dès sa victoire, Bardella a affirmé qu'il ne fera rien à l'encontre des étrangers. Peut-on lui faire confiance? On va essayer de voir directement qui ça peut toucher. Déjà, on va parler des Français avec des origines étrangères, africaines, des binationaux et de la diaspora. Doivent-ils s'inquiéter de la venue du RN au pouvoir? Bon, ceux qui doivent s'inquiéter, et ça c'est très sérieusement, ce sont les immigrés qui sont là-bas, qui vivent des allocations familiales. Ça qu'ils se disent automatiquement, parce qu'il a été clair, la France ne peut pas financer le séjour d'immigrés. Donc ça, ceux-là, à coup sûr, ils auront des ennuis. Parce qu'il y a quand même certains de nos frères qui sont là-bas, qui ne font aucune activité, qui sont mariés à une ou deux femmes qui ont beaucoup d'enfants, et ça donne des salaires. Voici ceux contre lesquels ils sont. Maintenant, l'immigré qui est là-bas, qui a un job, qui travaille correctement, qui paie ses impôts, en principe, il n'y a pas d'expulsion, il n'y a pas de mesures particulières contre eux. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas soutenir l'activité de DRN et tout ça, mais il faut comprendre le contexte dans lequel ils interviennent. Il faut comprendre que certains de nos frères prennent le billet d'avion ou passent par la mer, arrivent là-bas, ils s'installent et à la fin du mois, on vient leur donner de l'argent pour vivre.
parce qu'il y a les allocations familiales. Et c'est ça, ils estiment que ça joue sur le budget et qu'il vaut mieux enlever cela plutôt que de demander des efforts aux Français, des efforts aux Français. On peut, en diminuant les prestations des allocations familiales, obtenir un équilibre. Ça, c'est leur position et ça, c'est plus facile pour eux de mettre en application. Pour le reste, tu ne peux pas expulser les gens qui sont régulièrement installés. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont corser les demandes de visa? De toute façon, les demandes de visa aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de les avoir. Ça a toujours été corsé. C'est vraiment corsé, tellement corsé que même lorsque tu dois faire une mission normale, c'est difficile même d'avoir le visa. C'est déjà corsé. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Bien, merci. Sur la question de s'inquiéter ou pas s'inquiéter, en fait, d'abord, la première des choses, il y a une pression psychologique. Il y a un sentiment de mal-être, de ne pas être chez soi. Et là, ils vont vivre ce sentiment de mal-être. Donc, psychologiquement, ils vont en souffrir. Après, comme Mathieu l'a souligné, ceux qui trichent, bon, eux aussi, personne n'est favorable à la tricherie. Mais au-delà, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure quand on est en situation régulière. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure parce qu'en fait, au-delà de tous les discours populistes, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'impact économique de ces personnes qui vivent en France. Ils travaillent et Dieu sait combien de boulot ils s'y tapent. Donc, ils permettent à l'économie de la France de tenir. Donc, Bardella, il peut se tenir les plus beaux discours. À l'exercice, il verra que ce n'est pas ça. Quand il sera installé éventuellement dans le fauteuil du Premier ministre, quand il aura accès à ce qu'on peut appeler l'information stratégique, vous verrez que des nuances vont apparaître et ce sera l'impact économique de ces Ils ont déjà commencé avec les binationaux, à dire qu'ils ne peuvent pas occuper des postes dits stratégiques. C'est un projet. Entre ce qu'il dit et l'applicabilité de ces propositions, je reste convaincu qu'il y a un pas qui sera difficile à franchir sur certaines questions. C'est à ce niveau-là, justement, qu'on est très de racisme. Parce que même quand il parle de binationaux, vous connaissez l'histoire de Jean-là, il ne parle pas des Européens français ou des Français d'origine européenne. Ouais. Il parle des Noirs et des Arabes. Ça, quand il parle de binationaux, c'est vraiment des Noirs et des Arabes. Donc la connotation raciste est évidente à ce niveau-là. Donc vous nous dites pas de modification en profondeur pour le statut de réfugié, la demande d'asile, les visas, le droit de sol. Pour l'instant, pas d'inquiétude à vous écouter. Pas outre mesure, pas dans l'immédiat. Maintenant... Oui, mais pour le droit de sol, ça peut changer. Ça peut changer. Le droit de sol, le regroupement familial, bon, ça, vraiment, c'est des choses pour lesquelles ils peuvent mettre facilement fin. Alors maintenant, attention-nous maintenant aux Africains vivant encore en Afrique. Le RN prône souvent le souverainisme, tant pour la France que les États africains. Faut-il y voir un point de convergence ou finalement il y a un démitement des relations bilatérales avec la France? Bon, d'abord, les relations bilatérales avec la France, il faut dire deux choses. Hein. Tout à l'heure, le commentateur a dit que ce n'est pas évident que le FN prenne le gouvernement et dans tous les cas, c'est l'Élysée qui décide. Non, c'est pas vrai. Les relations internationales, dans son aspect financement, c'est le gouvernement. Oui. C'est vraiment ça. C'est même l'armée, dans son aspect financement, c'est le gouvernement. Même si le président a des prérogatives. Il reste chef des armées. Les prérogatives sont des décisions, mais si on doit avoir des relations avec la France, c'est côté argent. Oui. Pour tout le reste, les discours et tout ça, le sport, oui, mais il faut quand même de l'argent. Oui. Et l'argent, ça, c'est le gouvernement qui l'a. Oui. Ce qui ne m'inquiète pas vraiment, parce que la France elle-même a des relations, mais très infimes, très fines, vraiment avec l'Afrique. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, en dehors des discours de ce qu'on appelle les souverainistes ou les... Chez nous ou là-bas? Chez nous. Les derniers... Les panafricanistes, en dehors... c'est seulement dans leur discours que tu trouves une France extrêmement puissante, une France qui contrôle l'Afrique, une France qui a son précaré. C'est seulement dans leur discours. Dans la réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la France a de moins en moins de relations économiques avec certains États, pour la simple raison que la France même n'a plus d'industrie. On a suivi ensemble les élections. Quand le Front populaire
populaire où les RN sortent des histoires d'immigrés, la seule proposition qu'ils font, c'est la réindustrialisation de la France. Celui qui a un problème de réindustrialisation a le même problème que celui qui parle d'industrialisation. Donc la France n'a plus d'industrie, ne s'intéresse plus aux matières premières. Du coup, nos cotons, cacao vont ailleurs. Tout ça, c'est en Chine, le cacao de Côte d'Ivoire va en Suisse, pas en France du tout. Dans les pays de l'EAES, la France n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. C'est même pour ça que dès qu'on dit partez, ils s'en vont, parce que c'est un soulagement pour eux. Les seuls partenaires commerciaux de la France qui restent très solides, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire aucun pays francophone. Donc ça ne peut pas changer grand-chose, parce que la France même n'a plus d'argent, n'a plus d'industrie. Voilà. On peut réagir. D'accord. En parlant sur l'aspect des souverainistes, parce qu'on dirait qu'il y a un point de convergence, puisque chacun veut sa souveraineté. Blaise, on y va un peu fort, mais bon, en fait, 3 siècles de relations, on ne parlait pas ça du réveil de la mer matin. Ouais. Donc, il y aura toujours ces relations entre l'Afrique et la France. Naturellement, sur le plan économique, c'est plus la France la grande dominatrice. On a dans le multilatéralisme aidant, on a diversifié nos partenaires, la Chine, la Russie même, pour certains pays, la Turquie pour certains pays. Donc naturellement, mais bon, il y aura... alors, mais ce qui est par contre intéressant, c'est vrai qu'on pourrait dire que certains pays africains se présentent comme des souverainistes et pourraient s'entendre facilement. Bon, ça, on verra bien ce que ça va donner. Mais moi, je pense peut-être qu'il y a une opportunité, en fait, ici. Vous savez, les relations entre les États, elles sont guidées par les intérêts. On le dit, les États n'ont pas d'amis. Mais il y a aussi que les partenariats se discutent en fonction des positions, des rapports de force. Le RN au pouvoir en France, naturellement, la France perdra une certaine crédibilité internationale, une certaine puissance notamment, et diplomatique également. Peut-être qu'il y aura là une opportunité pour renégocier certains accords, certains partenariats. Mais ils disent se désengager. Eux, ils rêvent de se désengager. Ils veulent que les Africains restent chez eux, et puis se désengager aussi de l'Afrique. C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'il n'y a pas un point de convergence avec la vision de certains Africains? A priori, oui. Oh mais le jeu des intérêts aidant, ce ne sera pas balayé du revers de la main. Non, attends, parce que vraiment, il faut qu'on soit réaliste. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est un discours qui ressemble peut-être au discours prononcé à Bamako, à Ouagadougou et au Niger. Mais il y a quel intérêt entre la France et un pays comme le Mali? Mais zéro. Le coton du Mali, l'or du Mali, ça va ailleurs, ça ne va pas en France. Quand le Goïta a dit « je ne veux plus voir les Français », ils ont fait quoi? Ils ont brûlé le drapeau français, ils ont chassé l'ambassadeur. C'est tout. Ils n'ont chassé aucune entreprise française parce qu'il n'y en a pas. Idem pour le Burkina. À la limite, idem pour le Niger, à l'exception d'Orano qui exploite une... comment on appelle? Mais qui sont en train d'y mettre fin, là. Mais qui sont en train d'y mettre fin. Parce que ça leur coûte trop cher de transporter l'uranium de là-bas jusqu'en France. Par le passé, ils le faisaient parce que c'était un partenaire stratégique pour bien aider le pays. Mais aujourd'hui, bon, ils se lèvent le matin, l'uranium quitte en Afghanistan, ça vient, tout est préparé, tout est propre, ça vient du Canada, tranquille. Mais vous voulez dire quoi? Voilà. Que ce sera peut-être, vous parlez d'une opportunité, est-ce que ce sera un moyen pour la France de se désengager, de moins s'y-mixer, parce que c'est le reproche régulier qu'on lui fait sur la politique. Par le passé, la France était puissante parce qu'elle finançait d'énormes projets de développement, même en Côte d'Ivoire. Le projet de développement avec lequel la Côte d'Ivoire est en partenariat avec la France sont les projets de contrat de désendettement, développement. Ça veut dire, je n'ai pas d'argent, mais tu me dois. Ce que tu me dois là, il faut me rembourser, mais il faut prendre ensemble pour construire une école. Donc eux-mêmes n'injectent pas de l'argent. La France de l'époque, où avec la toute-puissance, où on parlait de réseau Foca et autres, c'est parce que l'ensemble des projets dans les pays francophones étaient sous financement français. À partir de cet instant-là, si on n'aime pas ta tête, tu fais le coup d'État. Tous ceux qui critiquent la France, ils ont fait quoi? Ils ont fait coup d'État. Mais la France d'alors, c'est que tu ne peux même pas faire coup d'État. C'est même pas possible. Sauf si tu as leur OK. Mais aujourd'hui, on te laisse faire. Ils avaient toutes les armes au Mali, mais ils ont laissé faire parce qu'ils n'ont aucun intérêt.
Donc, quand Marine Le Pen arrive au pouvoir, que ce soit Jordan Bardella, tu fais quoi? Tu vas recréer des industries, toi-même tu es à la recherche. Français et Africains, on se retrouve tous en Chine pour s'équiper. Bon, je ne dirais pas qu'ils ont laissé faire, parce que peut-être qu'ils ont échoué aussi, malgré les armes qu'ils avaient. Non, c'est pas parce qu'ils avaient... Non, ils n'ont même pas intéressé. N'oubliez pas qu'au Mali, c'est la France qui a dit on s'en va. Ce n'est pas les Maliens qui ont dit aux Français de partir. Hein. Quand Choguel Magui allait à l'ONU, il a dit la France nous a abandonnés en plein chemin, en plein vol. Que voulez-vous qu'on fasse? On allait vers les Russes, la France se plaint. Voici le différent. Laissez-le répondre. Bon, on ne parle pas que du Mali, on parle de toute l'Afrique. En fait, oui, quand on parle, les trois cas, oui, l'AES, en fait, ce qui se passe, c'est en réalité leur position vis-à-vis de la France. Moi, je considère ça comme des pieds amoureux. Il y a quelque chose qu'ils attendaient de la France, qu'ils n'ont pas eu. Si la position de la France avait été une autre vis-à-vis de coups d'État qu'ils ont perpétrés, ils ne se seraient pas comportés de la sorte. C'est juste un des pieds amoureux. Donc, est-ce que la primature Jordan Bardella, ça va changer quelque chose dans les chancelleries africaines, dans les présidences, nos palais? Est-ce que, est-ce que les relations bilatérales risquent de changer significativement? Pour vous, non. Et vous nous dites quoi? Pour moi, je ne pense pas que les relations puissent véritablement changer. Ouais, c'est des relations entre États. Oui. Si on a des intérêts qui nous lient à un moment donné, on traitera de ces intérêts-là. Et puis à la limite, la personne qui occupe la primature en France, on s'en fiche à la limite. Est-ce que... on s'en fiche, s'il y a une visite d'État, une visite du premier... Oui, mais la visite d'État... Les pays africains vont accepter de recevoir... Mais pourquoi pas? Non, c'est Marine Le Pen opposante est partie au Sénégal. Marine Le Pen opposante est allée au Tchad. Il n'y a pas eu de problème. Oui. C'est des faits. Oui. Il n'y a eu aucun souci. Donc les relations vont continuer. Bon. Elles vont continuer. Moi, je vois vraiment. Donc, vous pensez quoi? Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, quand on regarde, on a l'impression que la France décide pour beaucoup de choses. Mais non, quand nos élections ici en Côte d'Ivoire, c'est nous qui votons. Quel que soit celui qui est président ou premier ministre en France, c'est les Ivoiriens qui iront mettre les bulletins dans des votes ici. Donc, ça ne nous impacte pas fondamentalement. Donc, on joue à ces peurs, comme on a eu les peurs que certains ont manifestées avec l'arrivée de Trump. S'il te plaît, non, juste un détail que je voudrais préciser. Oui, ça sera le mot de la fin. La crainte, c'est... Déjà, la crainte, c'est que, vous voyez, pour beaucoup de pays ici, les populations vivent grâce à des parents qui sont expatriés, qui vivent en France. Oui. Donc, c'est l'une des grosses menaces. Si, effectivement, il y a une forte pression sur nos populations, nos parents qui sont installés là-bas, par exemple, les transferts d'argent vers les familles, c'est des fonds privés, mais qui contribuent aussi à maintenir leur flot. Mais la menace a déjà été levée sous Macron pour l'Algérie. Hein. Ouais. Donc c'est un peu l'une des craintes, mais après... Que ce soit Macron ou Bardella, la menace a déjà été soulevée. Messieurs, je sais que le temps imparti n'est pas suffisant. Oui, un dernier mot. Alors, rapidement, allez-y. Laissons les Français vivre l'expérience du Front National. Et puis après, nous, en tant qu'intellectuels, nous, on ne vous recommanderait pas les extrêmes. Descartes a toujours dit qu'il faut toujours travailler pour le juste milieu. Laissons-les vivre l'expérience. Après, j'imagine que... ils vivront l'expérience du Front National au pouvoir et ils s'y raviseront. Merci. D'accord. Du Rassemblement National sera le mot de la fin. Désolé, on est pris par le temps. Merci à vous tous pour vos éclairages. Et merci de votre fidélité. Restez sur la première chaîne.